Ceci dit, je vous ai dit qu'on allait parler à Eric Flynn, notre passionné musical, comme à toutes les semaines. C'est le cas. Salut Eric. Allô. Coucou. Ah oui, je me souviens, quand t'es à ce micro-là, faut que je le baisse un petit peu plus. Ouais. Ce micro plus sensible, puis t'as une voix porteuse. Aujourd'hui, tu veux nous jaser de quoi côté musique? Tu veux nous apprendre quoi dans l'histoire de la musique? On va parler d'un maudit bon band, d'un vrai band de rock qui a pris naissance à la fin des années 60, 1969, qui a pas nécessairement duré super longtemps, mais ils ont vraiment fait leur trace, même qu'on disait que c'était du heavy metal à cette époque-là. Oh, mais avant que tu dises c'est quoi le band, là, il y a des bands qui ont pas duré longtemps, qui vont durer éternellement, comme les Beatles. Effectivement. Bon, oui, c'est vrai. 8 ans. Ils ont pas vécu vraiment longtemps, puis tu sais, ça n'est quasiment un gag au niveau de plusieurs bands qui datent un peu de ces eaux-là, mais reste que ils nous ont marqués, puis ils ont fait de bons classiques, ils nous ont légué beaucoup côté musical. C'est vrai, puis c'est vrai que les Beatles n'ont duré que 8 ans. C'est vraiment pas beaucoup, puis avec tout ce qu'ils ont sorti comme hit, puis Paul McCartney, combien d'années? Et en plus, ouais, en dizaines et en dizaines. On réalise vraiment l'effet des Beatles, l'importance des Beatles dans le monde de la musique, là. C'est sûr que, bon, peut-être que ça aurait été beaucoup plus mitigé au cours des années 70, mais quand même, tu sais, on le sait pas, puis on le saura jamais, mais sauf que les gars, ils ont quand même une bonne carrière solo, là, même les 4, on peut dire, là. Même Ringo, il a quand même sorti 2-3 bonnes chansons, mais tu sais, il était pas là pour ça, lui, tu sais, c'était plus pour autre chose, mais il y avait 3 cerveaux de la musique, là, 3 génies de la musique dans ce groupe-là, et c'est ce qui a fait que les Beatles sont devenus les Beatles. Le groupe dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est les Grand Funk Railroad. Et ça, c'est tout un band. Le nom vient d'un petit jeu de mots, c'est le Grand Trunk Western Railroad. Ça, c'est une ligne de train qui traverse leur ville origine, qui est la ville de Flint, au Michigan. Alors, c'est ça, c'est un groupe qui a été formé en 1969. Au tout début, c'était un trio. Et ils ont sorti un album, On Time, au tout début. Et c'est drôle parce que ça s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Et pour être franc, sûrement, peut-être parce qu'au Canada, ça a vraiment pas percé. J'ai fait le tour des chansons. J'étais là, j'ai dit, ouais, mais... Tu sais, il y a absolument rien. Je comprends pas pourquoi ils ont vendu 1 million d'albums avec cet album-là. Mais bon, tu sais, je me dis, ben, coudonc, tu sais, ça a beaucoup marché aux États-Unis. Puis c'est un groupe qui est simple comme format musical. C'est ce qu'on écoute en ce moment. C'est la pièce Ain't Your Captain, Closer to Home. Et ça, c'est en 1970 dans leur 2e album. Ils sont toujours un trio, oui, parce qu'ils vont être 4 à un moment donné. Alors ça jase un petit peu. C'est le capitaine qui transmet une supplication envers... il y a une mutinerie à bord du bateau. Alors, c'est ça. Puis en même temps aussi, I'm Your Captain, c'est une chanson qui a été très populaire parmi les combattants du Vietnam. Beaucoup de combattants du Vietnam qui écoutaient cette pièce-là. Alors, c'est ça. Et après 4 minutes 40 secondes, même si tu es capable de l'avancer un petit peu. Oui, hein, je vais te faire travailler aujourd'hui. La chanson tombe dans un autre mouvement. Oui, parce qu'elle dure 10 minutes. Oui, c'est ça. Là, la chanson, on entend les mouettes, les vagues, et puis c'est ça. Donc, elle tombe vraiment dans un 2e mouvement. Et ben ça, c'est comme un petit peu le côté la mode progressive qu'il y avait aussi, là, tu sais. Donc ça continue. Il y a toujours les mêmes paroles qu'on entend. Bon, en français, c'est « Je me rapproche de vous ». Et puis, avec les belles petites mouettes. Donc, il raconte en même temps que c'est le fantôme qui parle. C'est un fantôme, le fantôme du bateau qui se met à prendre le contrôle complètement de la chanson. Bien sûr, c'est pas vrai du tout, là. Ça fait partie de la mythologie. Raconter, mais c'est ça. Donc, le groupe a payé quand même 10 000 $ à l'époque. C'est quand même beaucoup pour avoir une affiche, là, Closer to Home, au Times Square à New York. Funk Railroad. C'est difficile à prononcer quand on a un accent québécois, hein? Ouais. Grand Funk Railroad. Je vais me pratiquer. C'est un bon truc de prononciation. Et la chanson, c'est Closer to Home, I'm Your Captain. Yes.
Il était considéré métal et non prog. C'était du heavy metal, oui, effectivement. Au début, ouais. Ouais. Ça fait pas longtemps que j'ai eu l'information, là. Parce que bon, ça, c'est l'information que j'ai à peu près depuis 20 ans, mais au fil des années, des fois, d'une petite information sur eux, je l'ajoute dans le fichier Grand Funk Railroad, mettons, que ce soit avec n'importe quel groupe. Et dernièrement, c'est ça que j'ai vu, c'était considéré comme du heavy metal, comme Ted Nugent, Steppenwolf, Alice Cooper, Kiss. C'est quand même surprenant parce que non, c'est du... c'est pas du rock FM comme Styx, Boston, qu'on a connu un petit peu plus tard dans les années 70. Mais dans le métal, en tout cas, c'est sûr que aujourd'hui, ça sonne pas métal, c'est certain. Là. Ben non, c'est clair. Là, on est bien loin. C'est du peu rock, là. Limite, Ozzy, on peut dire, OK, ça sonne encore un peu métal, mais Grand Funk Railroad, c'est un peu plus soft. Mais tu sais, à l'époque, ça l'était pas. Là. Même, ça ressemble... moi, je trouve que le son, c'est sûr qu'ils viennent du Michigan, là, mais on avait fait un petit spécial rock sudiste il y a quelques semaines. Je trouve qu'ils ont une plus grande ressemblance. T'as totalement raison. Avec eux, là, tu sais, fait que c'est ça, c'est quand même assez spécial. Il y a aussi leur gérant, et puis ce qui arrive, c'est que leur gérant, ce qui arrive avec lui, c'est qu'il aime pas sa gestion de travail, il aime pas la manière qu'il travaille, et ainsi de suite. Puis il décide de le mettre dehors, mais le gérant, lui, il poursuit le groupe. Il dit non, ça marche pas de même, puis si vous pensez que vous allez me mettre dehors, vous autres, là, ça marche pas comme ça. Il est poursuivi en justice. Grosse saga judiciaire. À un moment donné, le groupe, en 1972, ils s'en vont faire un concert au Madison Square Garden à New York. Et avant le concert, il y a le stock qui sont comme un peu avant d'être installés sur scène. Lui, il est arrivé en cachette, le gérant, puis il a décidé de scraper un peu le matériel. Il y avait, pour moi, des guitares. Il s'était choqué? Ouais. Il s'est vengé sur le matériel du groupe. Il s'est fait prendre. Alors, le groupe, ils ont décidé de revenir contre lui. Et le plus drôle de tout ça, c'est que le lendemain, le juge a donné, il a rendu son verdict à la poursuite du gérant. Et il avait donné raison au gérant à la poursuite contre Grand Funk Railroad. Donc, il avait même pas besoin d'aller briser le matériel du groupe. Mais là, le groupe s'est revengé contre lui après. Mais il y avait juste à faire dodo ce soir-là, tranquille chez lui. Et le juge lui avait donné raison en plus. C'est ça le pire, là. T'sais, la veille du jugement, imbécile. Mais lâche-moi ça. J'espère. T'as ça comme gérant. C'est important, un bon gérant, quelqu'un qui te soutient, qui t'aide, qui trouve des solutions, qui règle des problèmes. Puis là, il a décidé de se venger, puis il est allé briser le matériel. Puis là, les gars, il y avait l'air innocent un peu avant le concert. On peut ça un cocon. Oui, effectivement. Surtout que t'es au Madison Square Garden à New York, là. T'es pas... c'est ça. Ils se sont organisés vite. Effectivement. Oui, ils se sont retournés de bord. Donc, Craig Forst, qui est un nouveau membre en 1972. Maintenant, le groupe tombe 4. C'est un claviériste. Alors, le clavier arrive avec le groupe. Et bien entendu, on arrive avec un tout premier numéro 1 en carrière. Et ça, c'est un petit peu des paroles autobiographiques du groupe We're an American Band. We're an American Band. Yes. Une des plus connues de ce band-là, je pense. Oui, gros hit, là. Ça a été planétaire. Non, pas planétaire, c'est vrai, parce que le groupe était vraiment des inconnus en Angleterre. Oh! Ouais, ils ont une chanson qui a percé en Angleterre, et c'est ça, donc, c'est même pas celle-là en plus. Mais c'est ça, tu sais. À part de ça, ils ont eu un seul hit en Angleterre. Le reste, là, c'est vraiment là, aux États-Unis et aussi au Canada. Là, c'est vraiment un groupe nord-américain, là.
Ouais, An American Band. Ouais, j'ai tombé de la misère à le dire, celui-là. An American Band. Ouais, dans ce temps-là, faut prendre un respire de plus. Yes. Et ce qui est drôle, c'est que les premiers exemplaires, les premiers pressages en 45 tours, ben ça a été des vinyles dorés, tout simplement. C'était une idée de la maison de disques Capitol qui ont tout simplement imprimé couleur dorée. Donc, si vous avez un 45 tours doré de cette pièce-là, We're American Band, ben dites-vous que ça vaut très, très, très cher, même si le disque il saute. Encore, il y a quelque chose qui bug dans ma tête, c'est le fait que tu as dit qu'il s'était considéré métal à l'époque. À chaque fois, ça griche dans mes oreilles. Ah ouais, c'est vrai, faut s'habituer, faut se remettre à l'époque et tout ça. Ouais, c'est fou comment ça a évolué, le rock. C'est comme le British Heavy Metal là, qu'on avait fait cet été, là, avec Judas Priest, Raven et Iron Maiden. C'était du gros heavy metal là, à cette époque-là. Là, mais aujourd'hui, t'écoutes ça, puis ça sonne beaucoup plus hard rock. Maiden, je peux dire que c'est du soft metal encore. Ouais. Là, même si ça a évolué, puis il y a du métal beaucoup plus dur aujourd'hui. Maiden, ça reste du métal. Oui, c'est du classic rock. Là. Ça peut rentrer... Du prog metal. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus maintenant à Symphony X, Vanden Plays. Un progressif, là, beaucoup plus progressif depuis... on dirait depuis le retour de Bruce Dickinson dans les années 90. C'est peut-être le côté théâtral. Là. C'est quand tu regardes des bandes progressives comme Genesis, tu vois clairement qu'il y a beaucoup de... C'est avec Peter Gabriel et tout ça, tu vois clairement qu'il y a un côté très théâtre qui fait en sorte que des fois, la musique devient un petit peu plus abstraite et ça rentre bien dans le progressif. Puis Dickinson, c'est un gars de théâtre, là. C'est un gars qui court partout, qui fait une mise en scène, qui est là, tu sais. Fait qu'effectivement, ça peut avoir un impact sur la musique. Tu sais, le dernier album, là, tu sais, j'ai écouté des singles, là, du dernier album, puis ça sonne encore progressif, là. Tu sais, des pièces à la Number of the Beast, A-Side, là, il y en a plus. Non, là, effectivement, t'as raison. On dirait la dernière, c'est Man on the Edge avec Bruce Braley comme chanteur, tu sais, Puis là, on remonte en 1994, là, ça remonte à loin. Une petite dernière chanson, on va faire une courte pause, puis on poursuit. Ouais, la prochaine, là, c'était un cover, 1974. Ça, c'est une pièce de Carole King en 1962. Ça a été pris par Kylie Minogue, l'Australienne, en 1998. Alors, c'est ça. Et puis, ça, c'est en 1974. La vague disco est arrivée 1975 avec ABBA. Vraiment, puis c'est vraiment 1976 où le disco a été lancé. Mais ça, on écoute la pièce, ça sonne vraiment... On avait fait un spécial rock disco, là. Puis The Locomotion peut vraiment rentrer dans le disco rock, là, facilement. Yeah! Donc, il y avait une danse en ligne qu'on a même préparée pour cette chanson-là, mais ça n'a jamais été, ça a jamais levé cette danse en ligne-là. Une genre de danse en ligne que les gars, c'était la mode, tu sais, comme même ABBA avec Mamma Mia, tu sais, quand ils sont arrivés, il y avait une chorégraphie là qui se faisait avec la chanson. Et ça, c'est une petite mode qu'il y avait dans les années 70 avec une chanson, puis Pied de poule au Québec, avec aussi la danse des canards, tu sais. Et ça, c'était, je pense, les dernières chansons avec la lambada peut-être, là, mais pas plus que ça. Mais dans les années 70, ça arrivait souvent que tu crées une chanson, puis il y avait une danse qui allait avec cette chanson-là. C'était pour, comme à la Macarena, tu sais, c'est pour apprendre aux gens pas de rythme à avoir un peu de rythme. C'est ça, Macarena, oui, c'est vrai, c'est pas mal dans les dernières, là, tu sais, c'est ça, là. Tu nous permets d'écouter la chanson pour aller en pause? Merci. On est avec Eric Flynn. On parle de musique et on parle de Grand Funk Railroad.
88.7. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Cette année, dans Lobinière, une grande nouveauté attend les citoyens et les visiteurs qui s'adonneront à l'autocueillette. 16 photo-booths de fruits et légumes amusants ont été installés chez les producteurs. De plus, un circuit comprenant un volet historique et un compte loufoque mettant en évidence la provenance du fruit ou du légume identifié chez le promoteur est aussi offert sur l'application gratuite Balado Découverte. Divertissant pour les adultes et totalement amusant pour les enfants. Dans la région de Lobinière, il y a bien plus que des pommes. Pour obtenir tous les détails à propos de ce nouveau projet, consultez letourismelobinière.com. Des rôles pour gagner et de retour chez Tim. Tu pourrais remporter un café frais, une nuitée au Hilton ou un tout nouveau Volkswagen Taos 2022. Commande des produits admissibles, balaie ton appli Tim et gagne chaque fois. Aucun achat nécessaire, les conditions s'appliquent. Consultez l'appli pour plus de détails. Wow, man, tu fais des crêpes? T'es vraiment hot. Merci, c'est gentil, ça. Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Pis, ouais. Puis honnêtement, tes crêpes, là... Promutuel est... C'est les meilleurs. OK. J'ai accroché ton auto neuf ce matin. Là. Oh, je le savais tellement. Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Promutuel Assurance est là. Saviez-vous que remplacer vos clés peut coûter des centaines de dollars? Protégez-les avec une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous les perdez, nous pourrons vous les retourner gratuitement par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeguerre.ca. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. À Choc 88.7. On ne lâche pas d'un fil. On fait le tour d'un band qui en a marqué plusieurs et alors qu'on... C'est pas tout le monde qui connaisse leur nom. On connaît au moins une toune d'eux autres. T'sais, on a entendu 2-3 chansons tout à l'heure de Grand Funk Railroad. Et la prochaine, je suis vraiment convaincu qu'il y en a plus d'un qui va les reconnaître. Ah ben oui, ça c'est sûr. Some Kind of Wonderful. On est en 1975. Comme on disait au tout début, c'est pas un groupe qui a duré super longtemps. Ça, c'est l'histoire d'un gars qui est très pauvre. Il ne pourra pas être heureux grâce à cette douce femme qu'il aime beaucoup, qui veut la contempler et puis y acheter des cadeaux, mais il est incapable. Alors, c'est ce qu'on raconte un petit peu dans la pièce Some Kind of Wonderful avec Ray Grand Funk Railroad. C'est intéressant ce que tu dis, là, mais j'aime trop la toune. Peux-tu m'expliquer pourquoi il y a 4
4 hommes très musclés sur le dessus de l'album. Girl in the World Beware. Ça, c'est 4 culturistes. Celui-là à droite, c'est Arnold Schwarzenegger. Lui avec les cheveux longs, là? Ouais, mais sauf que c'est les têtes des 4 membres du groupe. Ouais, ça, OK, ouais, le corps. Le corps. Ouais, c'est seulement que le corps. Le corps d'Arnold Schwarzenegger, c'est lui à droite. Arnold est à droite, complètement. Et puis, je sais qu'il y a un autre acteur super musclé, là, qui est le deuxième, son nom m'échappe. Et 2 autres culturistes, là. Mais c'est un petit peu ça, c'est là. Impressionnant. Ouais. Donc, Arnold, en 1974, là, qui était là-dessus. Il peut être encore en shape aujourd'hui, Motadine. Par contre, bâti. Bon, oui. Ben, écoute, être en forme de même une bonne partie de ta vie, ça n'a pas le choix de te suivre aussi. Ah non, ça, c'est certain, là. T'sais, même s'il a pris un peu de gras, là, regarde. Je ne bavrais pas pareil, même à son âge. Oh, non. Jamais envoyé promener un cyborg. Jamais. Yes, donc, malheureusement, 1975, les tensions dans le groupe, les problèmes personnels de chacun, les gars sont plus capables de sentir et c'est la fin du groupe, malheureusement. Sauf que là, bon, Capitol dit, écoutez, c'est parce que là, les gars, vous avez un autre album à faire, là, tu sais. Ils se sont attendus pour faire un album double live. Donc, pour dire, ben, regarde, nous autres, on veut même plus travailler ensemble, il y en est plus question. Tu sais, les gars n'étaient plus capables. Oui, ils étaient en chicane carrément. Les 4 membres ne voulaient même plus se parler. Ça arrive souvent. Puis, il y a des gens qui se demandent pourquoi. Imaginez-vous, là, être tout le temps avec les 4, 5, 6 mêmes personnes, là, la majorité des fois, là, 4, 5, 6 gars, là, surtout dans les bands musicaux, quoique il y a de plus en plus de femmes qu'on voit dans des groupes, là. Ouais. Mais, vous endurez le gars qui ramène tout le temps une fille à chaque petite heure du matin puis qui switch tout le temps, l'autre qui est alcoolique, l'autre qui prend de la drogue, l'autre qui ça devient un bordel assez vite, ça devient insupportable assez vite, puis tu te rends compte que tes meilleurs chums avec lesquels tu as bâti un projet puis un band, c'est des humains qui te tapent le plus ses nerfs à la fin du compte. C'est ça. Sauf qu'en 1976, il y a un grand moustachu qui dit que non, il n'y en est pas question que vous allez arrêter ça. Un grand moustachu. Un grand moustachu, Frank Zappa. Ah, ce fameux Frank Zappa. Il a mis son nom à plusieurs places. Lui. Yes, il a dit non. Vous autres, gars, je vous aime trop, puis vous allez revenir ensemble. On va se parler, puis on va sortir un album ensemble. Et c'est ce que ça a donné, c'est ça a donné Good Sight, Good Playing. Et ce qu'on entend, ben, c'est justement Bad Time. Et ça, c'est en août 76. Grâce à Frank Zappa, le groupe a décidé de revenir ensemble, mais ça a été de courte durée parce qu'après ça, c'était vraiment terminé, là. Mais c'est vraiment la fin, là, de Grand Funk Railroad, les belles années, là. Et ça se termine avec Bad Times. Ah oui, un peu de Frank là-dedans. Je connais beaucoup Frank Zappa. Je connais pas beaucoup l'histoire de Grand Funk Railroad. Quoique je connais leurs classiques parce que, on les a entendus à la radio au moins 1 ou 2 fois. C'est ça, t'es juste souvent. C'est ça, mais pour ce qui est de l'histoire, je savais pas qu'il avait collaboré avec Frank Zappa. Puis vu que je connais beaucoup Frank, je reconnais le style de Frank. Times, alors que, tu sais, ils ont 2 styles qui sont complètement différents, mais c'est le fun de voir des styles qui se marient bien. Ça marche. Oui, effectivement. Puis à cette époque-là, Frank Zappa avait sorti... justement, là, de disco... je sais pas ma mémoire. Il y avait 2 chansons, en tout cas une avec sa fille qui chante. Ouais. Seigneur, je peux pas t'aider. Les noms, moi, j'oublie tout le temps. Même si mes préférés, j'oublie. Je vais sortir d'ici, je vais le savoir tout de suite. Ouais, c'est ça le pire. Ben, en tout cas, il y a eu 2 chansons dans ce rythme-là là, que Frank Zappa avait sorti. Il y en a une qui chante avec sa fille, Valley Girl. Qui est avec sa fille qui chante. Et aussi une autre chanson là, dans le style disco que Frank Zappa, là, disco rock,
qui avait sorti aussi là, à cette époque-là. Là. En tout cas, si vous fouillez, là, tapez Frank Zappa, Disco, puis vous allez avoir l'autre nom qui manque, le nom manquant. Le groupe s'est reformé quand même au milieu des années 80 pour puis en même temps c'était le film Heavy Metal. Ils ont fait partie de la trame sonore du film Heavy Metal, sauf que le groupe est mort tout de suite après, ça n'a pas duré du tout. Il y a quand même une pièce qui a joué un peu, Queen Bee, qui a quand même un petit peu joué là, au milieu des années 80, mais ça n'a pas été un grand succès, mais ça a été la pièce là, le single de l'album. Ce qu'on peut dire en terminant aussi pour le groupe, ben, en 1998, après son congédiement de Kiss, Bruce Kulick devient un des guitaristes du groupe. Alors, ça paraît aussi la guitare pendant les concerts. Rock and Roll of Fame en 2002. Et ils ont aucun album, justement, depuis cet album-là, 1985. Ils ont fait aucun album. Ce n'est que des concerts que le groupe fait. Ben, c'est des concerts très payants. Ah oui, OK. Ouais. OK. Ouais. C'est pour monter aussi haut, là. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans les groupes rock. À quel point, oui, ça va nous arriver d'avoir une voix rauque, une voix plus grave, mais il y a souvent des voix d'hommes aigus. Elles sont capables d'aller chercher des notes puis d'ajouter un certain cachet à leur musique. J'ai jamais compris pourquoi c'était plus facile dans le rock d'intégrer, plus souvent qu'autrement, une voix plus aiguë que grave. T'sais, c'est sûr et certain que c'est pas pareil quand on parle de métal ou d'autres choses, là, alors qu'on chante avec le ventre, ouais. Parce que c'est pas le même style de voix, d'intonation et tout. Mais dans le classic rock, il y a beaucoup de chanteurs. Même dans le progressif actuel, là, il y a très peu de chanteurs qui ont une voix rauque ou une voix grave. Non, c'est ça. Puis là, le pire, c'est que on dirait qu'il y a plus de chanteuses dans le rock et dans le métal qui vont ajouter une voix beaucoup plus rauque, là, oui. Tu sais. Puis il y en a même dans le pop, là, tu sais. Moi, il y a toujours, il y a deux chanteuses, moi, dans le pop. Ça s'est arrivé, là, quelques années. Il y a eu Bonnie Tyler. Oui. Total Eclipse of the Heart. Elle a toujours chanté du pop. Et là, 3 ans, elle est arrivée avec Masterplan, un groupe allemand métal. Puis elle a fait une chanson métal, mais yes, c'était parfait. C'était vraiment bon, là. C'est même dans un petit son progressif. Là, et Bonnie Tyler avec qui? Masterplan. Masterplan. Ouais. Okay. Puis c'est vraiment bon. Puis une autre chanteuse qui a une voix incroyable, Kim Carnes, qui a eu la chanson de l'année de 1984 avec Betty Davis Eyes. Une voix incroyable, cette chanteuse-là. Une voix parfaite pour faire du rock, du gros rock, mais elle s'est toujours contentée à faire du pop. C'était... Oui, vas-y. Ouais, c'était Grand Funk Railroad. Grand Funk Railroad Queen Bee. Toi, c'est le nom. Moi, c'est avec We're an American Band. Là, j'ai pas le lire, fait que ça va bien. Mais quand je le lis, là, non, j'aurais pas dû le lire. Mon truc, là, quand j'ai de la misère à prononcer un nom de band, là, c'est que je sautille. Grand Funk Railroad. Ah, bah ouais. tu me vois en studio, là, mais mes épaules, ils font 2-3 bonds, ouais. Puis je suis capable de le prononcer comme il se doit. Ça me permet de faire une pause. Bah ouais. Bon, j'ai l'air un peu folle, mais c'est pas plus grave. Donc, ouais, c'est un beau tour au niveau de l'histoire de Grand Funk Railroad, puis c'est surprenant à quel point que on les connaît, mais on les connaît pas tant que ça. Non, c'est ça.
Il y a des bands comme ça, des fois, qu'on prend la peine de redécouvrir grâce à toi, Eric, puis ça nous permet de faire une petite pause là sur ce qu'on dit aimer, puis finalement, on a oublié complètement à côté. Ben, c'est ça, puis en même temps, tu sais, de savoir d'où vient le nom et ainsi de suite aussi. Tu sais, moi, c'est des petits détails que j'aime bien. Alors, tu sais, puis des fois, t'es là, tu dis Grand Funk Railroad, où est-ce qu'ils prennent ça d'un train ou... Mais c'est ça, tu sais, c'est tout simplement ça. Puis oui, un petit peu la petite histoire aussi, tu sais, dans des groupes aussi... derrière des groupes, il y a des chansons, puis derrière les chansons, il y a vraiment une histoire en arrière de tout ça, d'où que ça devient, et puis, tu sais, pour arriver au résultat final, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont produites, de l'inspiration, tu sais, pour arriver à... de parcours. C'est ça, tu parlais du gérant tout à l'heure, là, qui a décidé en plein Madison Square Garden. Au Madison Square Garden, avant un concert. Complètement saboter l'équipement de l'équipe. Ben, voyons donc. Bref, c'est des anecdotes qu'on pourrait pas savoir sans toi parce que, à moins qu'il y en a une couple là, qui vont me dire, ben oui, on est tellement fans qu'on le savait déjà. Mais écoute, je suis contente pour vous, moi je le savais pas. vous faites partie de la minorité. Ben là, je risque de surprendre bien des gens avec 3 grands classiques de la musique. OK, j'en vois 4, moi. Ah oui, ben il y en a 2 des Stones, il est en 2 parties. OK, il est en 2 parties. Mais c'est vraiment là 3 chansons. Alors parce que là on change complètement là, de sujet. Là. Tu veux nous parler d'erreurs dans des chansons. Ah, plein ça. Vous savez, bon, dans les films, je sais pas si tu as déjà vu le film de Jésus qui dure 6 heures. Ah oui, ben oui, on l'a vu. Il y a tout une à affiche Pâques, de Coca-Cola, Ponce Pilate qui a une montre, à un moment donné en arrière de Jean-Baptiste, on voit un avion passer. Ouais, il y en a plein dans Game of Thrones d'ailleurs, là, il y a des sur YouTube là, vous marquez parce que je veux le dire en anglais, ça marche pas là, mais mettons erreur de tournage ou quoi que ce soit, ou que l'écran vert a mal fonctionné, ou on oubliait un cup à café Starbucks alors qu'on est en plein Moyen-Âge. Tu sais, c'est ça, des erreurs de film, il y en a beaucoup. Mais dans les chansons, il y en a un petit peu moins, mais il y en a eu quand même. Et là, ben oui, il y a eu des groupes moins connus qui en ont fait, mais là, on va y aller vraiment avec 3 grands classiques que tout le monde connaît très bien. Le tout premier, c'est The Police avec Roxanne. Vous allez écouter le début de la chanson. OK. Puis là, maintenant, vous allez entendre un coup de piano puis rire. Ouais. Ah oui, je le remets. Ouais. Oui, on entend clairement le piano. OK, je le remets. Ça, c'est lors de l'enregistrement. C'est que c'est sans le vouloir. Sting pensait que le piano était fermé. Il s'assoit sur le piano et c'est le son de lui qui pose ses foufounes sur le piano. Puis là, ben, il est parti à rire. Et ça l'a resté dans l'ordre de l'imprimerie de Crapeux. C'était pas voulu du tout. Mais on l'entend tellement bien. Mais moi, la toune a toujours commencé avec ce rire-là, puis le coup de piano. Là, moi, j'étais convaincu que ça faisait partie. Mais c'était pas supposé. Mais c'était pas supposé. Ça a été enregistré comme ça. Alors, ça passait carrément. Est-ce qu'ils l'ont refait? Est-ce qu'ils le font comme ça dans leurs concerts? Non, dans les concerts, justement, j'ai écouté. Sans piano, sans le rire. Ouais, attends un peu, je vais le remettre. Mais peut-être le rire, là, peut-être. Là, mais c'est sûr que le piano, non. Mais c'est vraiment une erreur où c'était vraiment pas voulu. Là. Sting s'assit sur le piano. Il pensait que le piano était fermé, puis ça a fait ce son-là. OK, je vais le remettre. Là. Je sais que la tune est bonne, puis on est rendu dans le refrain, là, mais pour la cause, je vais vous le faire entendre. Donc, le piano et le rire, ce n'était pas voulu lors de l'enregistrement. Ils ont décidé de le laisser parce qu'ils ont trouvé un certain charme à ça. OK, on écoute. Je trouve que c'est super. Ça ajoute un petit charme, là. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, fait que Roxanne de Police, c'était pas voulu. Yes. Celle-là, je le retiens. Ça se peut que je t'avole. Ben, y a pas de souci. OK. Là, maintenant, tu veux nous parler d'un classique. Ça se peut que tu me voles l'autre après aussi. Ah ouais, un classique de Pink Floyd. Ouais, un grand classique de Pink Floyd. Vous connaissez tous la pièce Wish You Were Here de l'album Wish You Were Here, sorti en 75. Alors, ce qui arrive, c'est que, tu sais, au début, il y a un côté background qu'on entend, la guitare de David Gilmour qui joue, puis là c'est un son background, puis après ça on a un son qui ressort plus. Mais si vous écoutez la pièce à 26 secondes, on entend tousser. À 26 secondes? OK, je vais le mettre à 21 secondes. OK? The Wish You Were Here de Pink Floyd, et on entend tousser 5 secondes après que j'ai fait play. Donc, c'est ça. 3, 2, 1, play. C'est subtil, mais c'est pas... c'est une toux de COVID, là. Ouais, ben c'est une toux de fumeur, je te dirais, parce que c'est David Gilmour qui a toussé.
Et quand il a entendu ça, il a tellement détesté ça qu'il a décidé d'arrêter de fumer. Ah, ouais. C'est ça. Fait qu'il a laissé ça comme... a été ça a été son breaking point. Oui, effectivement. Puis quand il a entendu ça, il sentait tellement mal. Mais c'est pas une belle toux, là. Non, c'est ça, là. Tu sais, c'est une toute fumeur, là. Tu sais, bien creuse, là. OK, on réécoute, c'est vraiment subtil, là. Désolé. Il va falloir monter le son dans votre véhicule ou à job si vous voulez bien entendre. Celle-là, il est très subtil, mais on entend David Gilmour tousser. Là, je l'ai mis à 21 secondes encore une fois. Fait que dans 5 secondes, vous allez le réentendre s'étouffer ou tousser. Ouais. Mais faut le savoir, là. Parce que le nombre de fois que j'ai entendu cette chanson-là, je le savais pas, là. Je l'ai jamais remarqué, là. Moi, je l'ai toujours entendu, mais, tu sais, pour moi, ça faisait partie de la chanson, là. Tu sais, c'était tout simplement ça. C'est ça, tu sais. Et puis, c'est ce qui a fait qu'il a décidé d'arrêter de fumer. Il a trouvé ça tellement dégueulasse, là. Et ça a passé, ça a été enregistré. Il y a, il y a eu un remaster de l'album en 2005, si ma mémoire est bonne. Ils l'ont enlevé. Ah. Ouais, elle est enlevée parce que même sur YouTube, je fouillais, puis voyons, tabarouette, comment ça, je l'entends plus, puis c'était justement des versions remaster, c'est ça, puis là, j'étais allé prendre une vieille version, là, vraiment, parce que sinon, j'allais prendre mon disque que j'ai chez nous, puis que j'allais le graver, puis je te le renvoyer, là, tu sais, pour qu'on l'aille, là. So you think you can tell c'est bon, ça. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Autant que Pink Floyd font de la musique considérée compliquée parce que c'est du prog, là, que c'est une des chansons qui, lorsqu'on prend des cours de guitare plus souvent qu'autrement, c'est la première qu'on nous apprend. Ah ouais. Wish You Were Here. Parce que les accords sont simples pour une guitare sèche ou une guitare acoustique. Fait que souvent, c'est une des premières chansons qu'on apprend à des cours de guitare là, de base. Là. Bref. Chanson hommage à Syd Barrett en passant. Did you exchange a walk-on part in the wall for a lead role in a cage? Et t'en as une petite dernière pour nous en deux parties. En deux parties, oui, parfait. C'est Gimme Shelter, un grand classique de 1969 des Rolling Stones. Faut venir un petit peu dans le contexte. Il y a Brian Jones, pendant l'enregistrement de cet album-là, à l'âge de 27 ans, il s'est noyé dans sa piscine. Faut dire que, parce qu'on dit toujours Brian Jones des Rolling Stones, mais il était congédié avant. OK. Il était congédié parce qu'il s'entendait plus du tout avec Mick Jagger et Keith Richards. Donc, il était déjà, au moment de l'enregistrement de l'album, il était déjà congédié des Stones. Et lorsqu'il est mort, il n'était plus un membre des Rolling Stones. Donc, ça s'est passé pendant l'enregistrement. Et puis, c'est ça. Puis là, dans la pièce Gimme Shelter, on fait appel à une chanteuse dans la chanson. Elle se nomme Mary Clayton. Elle a repris cette chanson-là, justement, un style funky, là, au début des années 70. Et là, on lui demande de chanter, tu sais, faire un bout de chanson. Et puis là, elle se pratique. Puis elle dit, OK, parfait, on peut enregistrer. Là, on fait un enregistrement et ça sort plus ou moins bien. C'est ce qu'on va écouter dans quelques instants. Je t'avais mis de toute façon. Oui, tu m'as dit 2 minutes 24. Je vais le mettre à 2 minutes 19. Ah, OK. Ah, même tu peux le partir à 24. Je l'ai parti de plus de bonne heure. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais écoutez bien l'enregistrement. Puis là, elle va manquer son coup. OK? Elle va être saccadée. Il y a 2 fois où elle va mal pousser sa voix, là. On va écouter cette petite partie-là. Yes. Donc, ce qui arrive, c'est que là, elle fait sa version-là, elle dit, non, c'est trop mauvais, puis tu sais, on l'entend, elle saccade, puis c'est saccadé, puis elle manque de voix à un moment donné, tu sais, elle essaye de trop pousser sa voix. Donc, elle refait une autre version, mais là, à la perfection, c'était vraiment bon, c'était parfait. Ils ont dit, gars, parfait, on va prendre cette version-là, puis on va la mettre dans le disque. Super, c'est merveilleux, puis ça reste comme ça. On grave l'album. On met ça en vente, on se trompe de version, on met la version qu'on a entendue
C'est cette version-là qui est en disqué. Et c'est nul autre que Keith Richards, à un moment donné, il entend, t'as un peu, là. C'est pas la bonne version, ça. Ils l'ont mis sur les albums. Ils ont mis la mauvaise version sur album. La mauvaise version qu'on a entendue, c'est celle-là. Et justement, on va écouter le produit final de la pièce. Au départ. C'est ça. Donc, la mauvaise version qui a été enregistrée, qu'on a ajoutée sur l'album. Et c'est ça, c'est un petit peu l'anecdote, la petite erreur qu'il y a dans la chanson. Donc, on peut écouter maintenant la version de Gimme Shelter, la vraie version, et vous allez entendre justement ce qu'on a entendu, le bout où c'est saccadé, puis elle a dit, voyons, c'est trop mauvais, je vais recommencer. Puis la bonne version, elle a jamais été en disque. Fait que c'est un peu, vous faites une recette de gâteau, là, puis vous vous trompez entre la cannelle puis le poivre de Cayenne. Là. C'est ça, effectivement. C'est ce qui arrive. OK, on écoute la bonne version, c'est ça? Ouais, la version de la chanson. Okay. Mais, parce que là. Elle fausse encore. Elle fausse toujours parce que c'est cette version-là qui est en disqué. Et non la bonne version. Okay. Ils se sont trompés à la production. On écoute. C'est pas mauvais pour autant, parce qu'avec la guitare puis le reste, le fait qu'elle grince un peu dans ses aigus, ça passe quand même bien. Ça passe bien, puis c'est une chanson qui parle de guerre, qui parle d'enfants qui se font tuer. On est à la guerre du Vietnam à cette époque-là. Donc, tu sais, ça a comme bien passé avec le temps, mais c'est ça, mais c'est quand même la mauvaise version qui a été en disqué. Même, vous pouvez écouter un petit reportage avec Mick Jagger et Madame Clayton. Justement sur YouTube là, qui explique un peu l'histoire de cette chanson-là. Et elle avait mis tellement d'énergie, c'est ce qu'on raconte aussi dans le petit reportage, elle avait mis tellement d'énergie sur sa chanson que le lendemain, elle a fait une fausse couche. Ouais. Puis elle a perdu son enfant, puis elle explique là, que elle a été très longtemps sans écouter la chanson. Parce que ça portait malheur pour elle. C'est ça, c'est un mauvais souvenir. C'est donc bien triste. Ouais. C'est fou ce qui se cache des fois derrière juste une chanson. Là. C'est ça. Tu sais, comme je disais tantôt, en arrière d'une chanson, il y a tellement de choses des fois là que des belles histoires, des moins belles histoires. Tu sais, puis pour arriver au produit final là, mais c'est ça. Puis finalement, elle a pas été chanceuse parce que c'est la version pratique qu'on a en disqué, qu'on a gravé sur les vinyles. Là. Malheureusement, et c'est ça qui est demeuré avec le temps, tu sais, puis la version où c'est donné à fond puis que ça a été une perfection, ça a jamais été en disqué, ça a été enregistré mais jamais en disqué. Je suis un peu fessée de cette histoire-là parce qu'imaginez-vous à la place des gens pour essayer de comprendre leur situation, voir les deux côtés de la médaille, puis comment ils se sentent, puis essayer de leur partager mon empathie. Puis une histoire comme ça, imaginez-vous là, cette fille-là. Pour elle, ça peut être, alors que c'est pas de sa faute, là, c'est le côté physique de la fausse couche, là, pour elle, c'est quasiment 2 échecs, là. Ben oui. Alors que c'est une chanteuse hors pair, impeccable, on prend la mauvaise version, on se trompe, donc c'est la preuve qu'elle a pas été parfaite, puis à plus de ça, elle le trouve forcée, elle a mis trop d'énergie, et on croit que c'est la cause de sa fausse couche le lendemain. C'est ce qu'elle explique. C'est rempli de malheur, de souffrance humaine, ça, c'est épouvantable. Je comprends pourquoi. Écoute, je ferais pareil, je serais pas capable d'écouter la chanson. Si ça m'arrivait, là, je te confirme que... Si vous voulez regarder le reportage, ça dure à peu près 8-9 minutes. Vous tapez sur YouTube, là, Gimme Shelter, Mary Clayton, Mick Jagger sont ensemble, là, dans une plus pièce. Plus vieux, là, ouais. C'est ça. Oui, c'est vraiment parce que Mick Jagger est assez magané sur la vidéo. Donc, c'est assez récent. Mais les deux, tu sais, sont assis puis ils parlent justement de l'histoire, là, de Gimme Shelter puis de tout ça, tu sais, puis de Brian Jones aussi, tu sais, parce que, ils ont été frappés quand même du décès de Brian Jones, mais ils n'étaient pas en bons termes, lorsque Brian Jones a été congédié des Stones, mais Jagger puis Richards, ils ont été frappés quand même. Ça nous a fait de quoi, là, le décès, là, tu sais, même s'ils n'étaient pas en bons termes, là. Ben, merci beaucoup, Éric Flynn. Encore une fois, tu me surprends avec ce que tu es capable de nous sortir concernant la musique. C'est vraiment très, très, très intéressant. C'est apprécié. En passant, c'est une des chroniques dans Rave dans le Dash qui est la plus écoutée. Donc, si vous aimez ce que vous entendez, si vous avez des suggestions aussi au niveau des sujets, vous pouvez me contacter par les différents moyens sur nos sites web, sur Facebook, etc. ou bien m'écrire tout simplement sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de partager ça à Éric. Donc, Éric, je te souhaite un bon jeudi puis une bonne fin de semaine en avance. Yes, salutations à Elton John. Oui, Elton John, mon préféré. Un de mes préférés. Bye bye, à jeudi prochain. All right for fighting à Choc FM.